bienvenue à MJC Tate News, spécial cinéma. Je sais, sincèrement, vous nous manquez, je pense que le cinéma vous manque, c'est pourquoi nous allons ouvrir dès aujourd'hui une nouvelle chronique spéciale cinéma, où nous allons pouvoir recevoir tout un tas d'invités qui parlent, qui respirent, qui font le cinéma. Et nous avons aujourd'hui notre parrain, si je puis dire ça comme ça, spécial Coppola. Notre parrain pour cette première chronique, Yal Sadat. Bonjour Yal. Bonjour François. Alors Yal, tu es Orséen d'origine, tu es Ça. journaliste, critique de cinéma, et tu viens de sortir un livre, c'est pourquoi nous t'avons invité aussi. Absolument, merci. Mais Beaucoup. de rien. Donc tu écris à peu près dans pas mal de revues, les cahiers du cinéma, Première, Chronica. Il me semble que tu as un panel aussi de grandes interviews de réalisateurs américains. Tu as travaillé aussi avec la Cinémathèque, c'est ça? Oui, enfin j'ai fait un peu tout ça. C'est vrai que oui, de la critique, du journalisme pour différents supports que tu as cités. Et puis venant originellement d'une cinéphilie orséenne, comme tu l'as si bien dit, notamment j'étais un spectateur assidu du cinéma Jacques Tati, et voilà, j'ai appartenu à ce petit monde-là, et donc ça a commencé là, j'allais dire. Et donc oui, de fil en aiguille, j'ai écrit pour plusieurs publications, et j'en suis venu, donc ce qui m'ont mené à faire évidemment ce livre-là. Et la Cinémathèque, c'est des interventions plus sporadiques. Il y en a eu effectivement récemment lors de la rétro Don Siegel. Voilà. Oui, je me souviens. J'ai vu Assaut il n'y a pas longtemps et j'avais adoré. Là, c'est pas Don Siegel, mais tu vois. Oui, j'étais venu aussi pour parler ça. d'Assaut pour Ouais. la rétro. C'était pour la rétro Good Cop, Bad Cop. Voilà. Pour Et tu as aussi connaisseurs qui fréquentent aussi fait la Cinémathèque. un excellent cours, je vais y arriver, sur William Friedkin et l'exorciste Pour le Forum des images. pour le Forum des images. Exactement. Voilà. Ouais. C'est Voilà. ça. C'est ça. Alors donc, ce fameux livre que je vous présente ici, vraiment, n'hésitez pas, Bill Murray, je ne sais pas si tout le monde connaît Bill Murray, on va y revenir, Commencez sans moi. Alors déjà, rien que le titre, de toute façon, veut dire quelque chose. Juste avant de passer à Bill Murray, quelle a été la genèse un peu de ce projet Comment c'est venu l'idée où on t'a demandé de faire cette petite bibliographie de Bill Murray? En fait, l'éditeur Capricci avait lancé cette collection qui s'appelle Stories, Capricci Stories, donc, dont le parti pris est un petit peu différent des autres collections, c'est-à-dire faire du narratif, du récit autour d'un acteur, et pas expressément de la critique. C'est quand même un exercice différent. Moi, j'aime les deux exercices, et donc j'avais été discuter avec eux d'un autre projet de livre sur un autre acteur. Et ils m'avaient dit qu'ils n'étaient pas, voilà, ils étaient pas spécialement prêts pour cet acteur-là, mais ils m'ont dit on a d'autres idées. Et ils m'ont soumis plusieurs idées d'autres sujets. Et dans la liste, il y avait Bill Murray. Et c'est en fait pas le premier acteur qui m'est venu, qui m'a sauté aux yeux comme étant un bon sujet de livre. Euh, Assez étrangement. Parce que, en fait, j'avais l'impression que Bill Murray était déjà omniprésent dans la culture populaire, dans en fait les gifs qu'on s'envoie, les mèmes internet qu'on s'envoie, les blagues qu'on se fait qui viennent de ces films, les répliques qui viennent de ces films. Il y a une sorte comme ça d'omniprésence de Bill Murray qui m'a fait dire, mais en fait, toutes ces histoires qu'on se raconte sur lui, sa réputation, les fameuses Bill Murray Stories auxquelles il donne lieu, c'est-à-dire ces anecdotes réelles ou non qu'on raconte de blog en blog, je me suis dit, ouais, en fait, on en a presque marre de Bill Murray. Et ouais, j'allais dire en y réfléchissant un peu, je me suis dit, en fait, c'est intéressant justement d'aller voir derrière l'espèce de phénomène pop et d'espèce d'omniprésence du personnage cool, derrière ce côté cool, il y avait peut-être un Bill Murray plus ancien, des origines, qui est à redécouvrir ou à découvrir. Moi-même, je ne le connaissais pas complètement. J'étais
moi je suis attaché à des films voilà, qu'il a pu faire et qui ont pas eu une grande descendance et qui n'ont pas laissé un grand souvenir en France, qui ont peut-être un peu plus marché aux États-Unis. Le Golf en folie, c'est des titres, déjà les titres Oui. sont pas piqués des hannetons comme on dit. Le Golf en folie, Les Bleus. Arrête de ramer, t'es sur le sable, autant de titres charmants qu'on avait un peu oublié, que moi Que j'ai j'aimais, découvert. voilà, que moi j'aimais beaucoup, et donc du coup je me suis dit, on pourra raconter ça, et donc forcément les années SNL, Saturday Night Live, etc. Et donc je me suis dit, voilà, l'idée était de prendre un peu à rebours, prendre le contre-pied du Bill Murray d'Internet que tout le monde a un peu en tête. Tu parlais de sa jeunesse. Justement, dans le livre, j'ai découvert plein d'anecdotes. Je le redis. Achetez-le et lisez-le. Il se lit, relit, relit. C'est vraiment agréable. J'ai découvert, entre autres, qu'il pensait qu'il n'était pas fait pour la fac. Oui, et effectivement, c'est-à-dire il a commencé des études. Il a commencé des études de médecine. Et effectivement, c'est pas forcément ce à quoi on pense quand on le voit aujourd'hui et qu'on le connaît aujourd'hui. On se dit pas que c'est quelqu'un qui aurait pu être médecin, encore que. Bon, toujours est-il qu'il a. J'aurais bien aimé, excuse-moi de te couper, avoir un Bill Murray qui nous soigne de Covid. Ah bah voilà, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas dit, mais c'est ce qu'on pensait à la même chose. Ce serait un peu un sauveur parfait. Mais effectivement, il a commencé des études de médecine à Regis, une université catholique. Et en fait, il se retrouve dans un univers qui est dans le prolongement de ce qu'il a connu, parce qu'il a eu, une sorte de jeunesse assez modeste, dans une famille très nombreuse, dans la banlieue de Chicago, Wilmette. Et à ce moment-là, en fait, voilà, il a des parents catholiques, ses sœurs vont recevoir, enfin, ses frères et sœurs vont recevoir une éducation aussi assez stricte, assez tournée vers la religion. Une de ses sœurs deviendra bonne sœur d'ailleurs. Et lui, sans conviction, va effectivement aller à la fac de médecine, tout en étant, comment dire, c'est une sorte de relative libération parce que ça le sort de sa petite banlieue de Wilmette, un petit peu défavorisée, un peu terne, et en même temps, il continue d'être regardé de travers par les prêtres jésuites qui assurent en fait soit l'enseignement, soit l'encadrement de la vie sur le campus. Et donc lui finit par avoir des problèmes, c'est raconté un peu dans le livre, pas directement à la fac, mais au moment où il est à la fac, il devient dealer. Voilà, ça le fait voyager. Il aime cette idée de vendre de l'herbe à travers l'Illinois. Mais du coup, ça suppose un grand absentéisme dans ses études, ce qui fait qu'il se considère pas fait pour la fac. Non. Et, tu dis qu'il avait des problèmes avec les prêtres, mais il avait déjà ce côté humour pince sans rire, un petit peu dû à son paternel. Et puis il y a aussi, tu en parles bien, son grand frère Brian qui lui met un peu le pied à l'étrier dans la comédie. Absolument. Ouais, ouais, c'est ça. Il est dans cette famille, il est au milieu. C'est un enfant qui, du coup, essaye de se faire remarquer comme tous les enfants qui sont au milieu d'une grande fratrie, et peut-être même d'une fratrie plus réduite. Celui qui est au milieu a toujours un peu l'impression d'être enfin voilà, d'être écrasé entre ceux d'avant et ceux d'après. Et lui a le plus grand mal du monde à se faire, voilà, à être, j'allais dire, adoubé par son père, euh, qui est lui-même un bout en train, un espèce de type qui fait de l'humour à froid tout le temps, etc. Et qui va mourir prématurément en laissant à Bill Murray le sentiment que il n'a jamais été agréé par son père et par les critiques de son père en termes d'humour qui sont très dures. Il dit il exige de ses enfants une répartie, qu'ils aient de l'esprit, voilà. Et donc il meurt prématurément, Bill Murray a 17 ans, et en revanche il a un frère, un de ses frères, Brian, effectivement, qui qui sera connu sous le nom de Brian Doyle Murray, pour se faire distinguer d'un autre Brian Murray, qui était acteur aussi. Brian Doyle Murray est un type lui-même qui a des grandes ambitions, qui fait du théâtre d'improvisation à Chicago, et qui voit son frère un peu partir à la dérive au moment justement où il arrête la fac de médecine
et où il le voit vaguement dealer dans la banlieue de Chicago, sans trop savoir quoi faire de sa vie. Il fait du rock, il chante dans un groupe de rock, Bill Murray, au début de ses études, mais à part ça, il n'a pas grand-chose dans la vie. Il a le golf. Voilà. Doyle Murray Ouais. son frère est un, un amateur de golf aussi, il est caddie. Hein, c'est ces personnes chargées de ramasser les balles et en même temps d'orienter le joueur, voilà, de le conseiller. Et donc Brian le sensibilise au golf, le sensibilise aussi au jeu, à l'impro, en espérant que ça le mette sur une voie. Et voilà, c'est comme ça que ça commence un peu pour lui. Et le golf qui donnera plus tard, tu en parlais tout à l'heure, à Caddyshack. Exactement, avec le Caddyshack, le golf en folie, ce Ouais. sera la matière du film. En fait, ils la puisent évidemment dans leurs Voilà. années où ils sont caddies. Et je crois, de mémoire, en plus, Bill Murray commencera à engranger ces petites références avec ceux qui viennent golfer et qui sont quand même plus huppés que lui, d'un autre monde. Et il va, je pense aussi, si tu me confirmes, si je me souviens bien, commencer à puiser son humour et ses réparties en notant ce qu'il voyait de tout ce qui se passe, de cette société, j'ai envie de dire, parallèle qu'il y a Ouais, dans un golf. exactement, ouais, c'est ça. C'est un golf, en fait, c'est ça qui est assez étonnant le Caddyshack rend très bien compte de ça. C'est une sorte de société parallèle qui reproduit tous les mécanismes de domination de la société existante, enfin celle qu'on voit tous les jours. Et c'est ça qui intéresse à la fois les frères Murray et puis quelqu'un qui est un tout petit peu plus intello qu'eux. J'ai pas dit intelligent, mais intello, Ouais. qui est Harold Ramis. À l'époque, il est journaliste. Il est journaliste pour un journal de Chicago et il écrit aussi des gags. Il est aussi gagman dans Playboy. Donc c'est quelqu'un qui a cette espèce de regard assez rigolard et assez fin et qui va s'intéresser au golf et donc faire prendre conscience aux frères Murray qu'il y a une histoire à raconter autour de cette société du golf qui est composée donc une sorte de super classe, une sorte d'élite qui sont les clients friqués, hein, c'est vraiment Hmm. une clientèle très bourgeoise, et tout le petit monde qui s'active autour d'eux pour les faire gagner, les assister, voilà, Les encourager. les encourager, les conseiller, etc. Et puis il y a quand même une sorte d'enjeu aussi financier, il y a des compétitions, des trophées à gagner, etc. etc. Donc ça passionne beaucoup Harold Ramis et ça donnera effectivement ce scénario qui sera en fait le premier film dans lequel Bill Murray est remarqué. C'est pas le tout premier dans lequel il joue. Il a déjà fait plusieurs rôles avant, mais il est remarqué. Il était connu pour la télévision, mais là on comprend à ce moment-là qu'il peut être un très bon pilier de comédie, de long métrage de comique. Tu parlais tout à l'heure du théâtre Second City. J'ai noté une phrase dans ton livre qui m'a marqué, euh, que ce soit pour le Second City et la suite, le SNL et tout ça. L'industrie du cinéma est le seul endroit où les communautés existent. J'ai l'impression que pour Bill Murray, ce côté communauté, c'est quelque chose qui lui importe beaucoup. Ouais, je pense aussi, plus en recherchant justement des choses sur lui, je me suis rendu compte que c'était ça qui revenait comme un leitmotiv, un peu à l'arrière-plan, mais quand même, cette espèce de désir d'appartenir à un ensemble, à une troupe. Mhm. Et c'est vrai qu'il a été dans une troupe, ça a commencé littéralement comme ça. Le Second City, donc ce théâtre d'impro de Chicago, dont faisait partie Harold Ramis, voilà. Et Euh, John Bellucci, il me semble. et bien sûr, et John Bellucci, c'est là que tout ce monde-là se rencontre. Hein, voilà. Euh, C'était l'esprit de groupe voilà, par excellence. Et on a l'impression, ce qu'il dit là, il y a double tranchant parce que effectivement, après cette époque-là, après l'époque du Second City, il y a eu le National Lampoon Radio Hour, qui était un programme de radio en direct qui supposait de faire des sketchs. À l'époque, c'était un concept assez révolutionnaire. Ça n'a pas l'air comme Mhm. ça, mais à l'époque, faire de la radio et façon, on pourrait dire, les nuls euh, aujourd'hui, c'était assez nouveau, c'est-à-dire faire des sketchs d'imitation, je sais pas, de chanteurs, de Neil Young, de gens comme ça. Ça supposait quand même une chaîne de folie
parodique. Il fallait avoir le même esprit, il fallait pouvoir avoir du répondant. Les Robin des Bois bien avant l'heure. Ouais, exactement. Je dis les nuls parce que c'était pareil, pour nous ça a été ça. Les nuls, c'était l'arrivée d'une nouvelle façon de se marrer en France. Pour eux, ça a été le National Lampoon Radio Hour, le titre est un peu long, et sa déclinaison, enfin c'est pas sa déclinaison, mais sa descendance télévisuelle qui est le SNL, Saturday Night Live. Voilà. Qui est l'émission mythique de comédie en direct sur NBC, qui existe encore, et qui est, la première saison, c'est une troupe mythique composée de John Belushi, de Dan Aykroyd, de Chevy Chase, et pas encore de Bill Murray, il arrivera dans la deuxième saison. Il y a Brian, non? Comment? Et son frère Brian est là. Et Brian Dolmurray y a participé aussi de façon finalement plus sporadique, alors qu'avant Brian Dolmurray était plus en vue, plus sur le devant de la scène que son petit frère. Et tout ça pour dire que cet esprit de troupe qui était très fort dans toutes ces émissions-là, en fait a assez rapidement disparu au cinéma. Parce que quand il commence à faire du long métrage, il se retrouve donc vite à Hollywood, qui est une industrie, et l'industrie est assez peu et assez impropre finalement au fonctionnement troupier et à l'esprit d'équipe et à la solidarité, à la collectivité. Parce que très vite, il y a une concurrence qui se met en place. D'ailleurs, celui qui incarne ça, je pense que c'est Chevy Chase, qu'on a fini par oublier, surtout en France, alors que ça a été une star aussi grande que Bill Murray, aussi populaire, et même au départ beaucoup plus populaire, et la première chose qu'il a faite quand le vent a bien tourné pour lui, c'est de quitter la bande du SNL et de devenir une star un peu en solo à Hollywood. Et en fait, Bill Murray, lui, s'est toujours inscrit contre ça. Il a toujours essayé de retrouver l'esprit du clan, et en dehors des Ghostbusters, d'ailleurs, s'il a refait le 2, il le dit lui-même, et le 3, si on le voit un jour, il dit qu'il l'a fait pour retrouver, en fait, justement, ses copains de la bande du SNL. Harold Ramis, Dan Aykroyd, etc. Et donc, je pense, je ne sais pas de quand date cette citation, mais je pense que le moment où il retrouve vraiment une troupe au cinéma, où il se rend compte que les troupes peuvent encore exister, c'est quand il passe dans le cinéma d'auteur, un peu plus... Oui, toute et la ça bande. ressort dans ton livre en plus. J'essaie d'en rendre compte, d'en raconter ça, parce qu'effectivement, je pense que c'est le moment où il rencontre Sofia Coppola, Wes Anderson d'abord, et ensuite Sofia Coppola et Jim Jarmusch. Justement, je voulais arriver à ses choix de carrière un petit peu, où il est souvent attiré par les rôles de héros, mais il cite souvent qu'il aime bien aussi fournir des rôles aux autres en ne les prenant pas. C'est assez amusant. Il y a toute cette petite filmo, puis il vient en 84, la même année d'ailleurs, je crois, il fait Le Fil du Rasoir, un projet qu'il très, on va dire, art-essai pour chez nous, qu'il est à cœur, suivi de Ghostbusters, un film qui avait pas forcément, j'ai envie de dire, toutes les raisons de survivre. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps, en même temps que ton livre sur Ghostbusters. La jeunesse du projet a été difficile, et justement, Bill Murray a encore frappé à ce moment-là, puisque dans l'anecdote, la veille du tournage, on n'était pas sûr encore qu'il se présente sur le plateau le lendemain. Oui. Donc, mais SOS Fantôme est arrivé, un film de 30 millions de dollars de budget qui en a rapporté 10 fois plus. Ça lui a changé un petit peu, pas sa vision de la vie, mais en tout cas la vie. Oui, complètement, parce qu'en fait, Ghostbusters fait de lui une star internationale, alors que, par exemple, à l'époque, ces comédies-là, comme tu l'as si bien dit, Caddyshack, Les Bleus, on n'a pas vraiment apprécié ça à sa juste valeur. Enfin bon, ils sont pas tous très bons, les films qu'il a fait au début de sa carrière, mais il y en a que j'aime beaucoup. Et le SNL l'a rendu très connu et très aimé des spectateurs amateurs de comédie, mais faut quand même se souvenir que le SNL, c'était de la comédie qui passait donc tard, c'était
un petit peu edgy, comme on dit, c'est-à-dire satirique, un peu subversif, pas trop non plus, mais voilà, c'était un public, j'allais dire, un petit peu happy few, mais quand même, il était assez exposé aux États-Unis. En France, beaucoup moins, et à l'étranger, beaucoup moins. Donc, en revanche, quand il fait Ghostbusters, qui est un carton assez inattendu, c'est-à-dire qu'ils ont mis le paquet, mais c'était quand même un film qui s'est fait très rapidement, en une dizaine de mois, voilà, c'était pas gagné. Et ça a été un carton énorme, planétaire, et donc là, sa vie change complètement, parce qu'il est exposé, on le reconnaît partout, où qu'il aille, et il passe du statut de clown du soir, un peu sympathique, à star potentiel de films fantastiques, de blockbusters, de films d'action. On lui propose tout. On lui proposera de faire, même pour dire, on lui proposera de faire Batman quelques années plus tard. C'est Michael Keaton qui le fera, mais on lui proposera ça. On lui proposera de tenir le rôle de Bob Hoskins dans Roger Rabbit. Voilà, il ne le fera pas. C'est effectivement ça, on le perçoit tout à fait différemment, et lui aurait préféré poursuivre dans une veine qui soit, j'allais dire, un peu moins pop, qui l'enferme moins dans la case blockbuster. C'est ce que j'allais dire. Je pense que la suite de sa carrière, et c'est grâce à ça aussi qu'il a pu tourner ensuite avec Sofia Coppola et Wes Anderson, c'est que les réalisateurs précédents ou les projets précédents cherchaient à l'enfermer dans un type de rôle, et enfermer Bill Murray, c'est quasiment, pour moi, c'est pas possible. Et l'avantage, l'intelligence pour moi qu'ont eu Sofia Coppola et Wes Anderson, c'est un peu de lui laisser la bride, de lui laisser un petit peu, pas faire ce qu'il veut, mais pas loin, dans les rôles qui lui étaient proposés. Oui, c'est ça, et je pense que c'est un peu à double tranchant, parce que c'est aussi un petit peu de sa faute. Je pense que il a refusé des choses. Déjà, il a refusé des blockbusters qui auraient pu être bons, et qui ont été bons sans lui. Je veux dire, ceux que j'ai cités, c'est pas des mauvais films. Enfin, surtout Roger Rabbit, que j'aime beaucoup, qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est quand même des belles choses, mais je pense qu'il avait un idéal un peu... un peu fantaisiste, un peu à côté de la plaque. Ce que montre le film dont tu as parlé, Le fil du rasoir, qui est donc sorti la même année que Ghostbusters, qui est sorti dans la foulée, mais qui a été un échec cuisant, qui l'a traumatisé. Voilà, la Columbia a perdu beaucoup d'argent avec ce film. Heureusement, ils avaient par ailleurs produit Ghostbusters, qui était la condition pour qu'il fasse Le fil du rasoir en tant que producteur et acteur, c'était qu'il accepte de jouer dans Ghostbusters. Bon. Voilà, alors le fil du rasoir était complètement à contre-courant de ce qui se faisait, de ce que le public semblait avoir envie de voir à ce moment-là, c'est-à-dire une sorte d'adaptation du romancier anglais Somerset Maugham, et qui se passe entre Paris et l'Inde, et en fait, ce qui raconte l'histoire d'un homme qui revient du front traumatisé, et avec le désir d'échapper à la société bourgeoise à laquelle il appartient, et pour méditer, que ce soit dans un Paris pré-existentialiste, on pourrait dire, ou que ce soit dans les hauteurs, auprès des moines bouddhistes. Et en fait, ce film est un échec. Et après ça, Bill Murray réessaiera quand même de dire, je vais attendre un projet qui me venge de ça, qui ressemble à ça, qui soit quand même personnel, etc. Et il oublie que, en fait, le mieux quand on a son statut, c'est peut-être, enfin, c'est comme ça que moi je le comprends, et c'est ce que je perçois par rapport à la trajectoire d'autres acteurs. C'est le mieux, c'est encore d'essayer, dans son champ de compétences et dans l'industrie à laquelle il appartient, de faire des projets d'envergure, peut-être des comédies, des films fantastiques, mais avec des grands cinéastes, tout simplement, qui arrivent à transcender le cahier des charges et à faire un film personnel dans à l'intérieur d'Hollywood et de ses règles. Et en fait, lui va, je sais pas, attendre qu'un projet un peu miraculeux se présente, et du coup, il refuse plein de choses, mais il fait aussi des films de qualité très discutable, et on peut dire, voilà, il aurait dû mieux choisir ses réalisateurs. Et effectivement, ce qui se passe dans la fin des années 90, c'est que
Wes Anderson est un peu, voilà, correspond à ce qu'il attend. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas dans le système, qui est un peu à côté, mais qui a la capacité de ramener du public avec, voilà, Wes Anderson est devenu un peu ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est un cinéaste qui est très aimé, qui est très populaire. Il a fait un peu le même trajet qu'on compare souvent à Tim Burton. Encore que c'est pas tout à fait vrai, parce que Tim Burton a toujours été dans les studios. Oui. Mais Wes Anderson, voilà, a sa petite musique à lui, et il va intégrer Bill Murray à cette petite musique, et c'est ça qui donne le Bill Murray qu'on connaît aujourd'hui. D'accord. Et voilà. Un Bill Murray, comme nous l'avions évoqué, toi et moi, qui est légendaire, qui a plein de mèmes sur Internet, qui fait des surprises même à ses fans. Le fameux «Personne ne vous croira jamais». Ça, c'est quelque chose qui existe encore en 2020, même si nous, en France, on entend moins parler. Il a été, je crois, il a séjourné en France dans sa vie à Paris, tout du moins. Oui, il a séjourné en France, et justement après l'échec du fil du rasoir et le carton de Ghostbusters. C'est-à-dire que là, il se demande qui il est. D'un côté, c'est donc la superstar bankable. De l'autre, c'est le co-scénariste, acteur, producteur qui avait envie de faire du cinéma un peu différent, de faire un film métaphysique, et qui en fait se prend, voilà, se fait bouder par le public. Il se demande qui il est, et il a envie de fuir les paparazzis, fuir voilà, la starification, etc. Et il se retrouve bon, à Paris, parce qu'il a envie de se faire une petite retraite existentialiste. C'est un lecteur de Sartre, c'est un lecteur de Camus, voilà, Et là, encore une fois, je veux dire, on peut trouver ça assez amusant, assez touchant, qu'il ait envie de se faire une sorte de disparaître un peu, de se mettre en Mhm. retrait, d'aller à la cinémathèque, de lire les classiques français, d'apprendre le français, c'est ce qu'il va faire. Il va à la Sorbonne, il prend des cours de philo, il essaye de se restructurer psychiquement, intellectuellement. Il lit beaucoup un gourou qui s'appelle Georges Gurdjieff, et que les amateurs de méditation ou de gens qui, comme Bill Murray, comme il le dit lui-même, veulent apprendre à être vraiment là, à exister vraiment, connaissent bien, ils connaissent bien ce gourou-là, et lui, il va suivre son enseignement. Enfin, c'est très sérieux, son espèce de quête existentielle. Euh, D'un côté, c'est sympathique, et d'un autre côté, c'est encore une fois assez naïf. On a envie de dire, c'est vraiment un regard américain, très américain, qui voit Paris comme un espèce de terre d'exil, j'allais dire, de purification après la corruption hollywoodienne et industrielle. On a l'impression que tous ces problèmes, ils pensent que tous ces problèmes vont se résoudre à Paris, et qui va se fondre dans cette espèce de Paris très cliché finalement, Mhm. du café des Deux Magots ou du café de Flore, et le côté sartrien qui l'attire est un petit peu illusoire, parce que ça n'a pas réglé ses problèmes. Non. Mais, euh, mais effectivement, ça participe de son envie de disparaître. Et comme tu dis, il est à la fois devenu omniprésent. C'est comme il dit dans Un jour sans fin, à un moment donné, il dit je suis un dieu. Effectivement, c'est comme un dieu omnipotent, omniprésent, omniscient. Il est partout sur Internet, et c'est au point même que c'en est un peu agaçant. Moi justement, par rapport à ce que tu disais, je trouve que c'est dommage que cette espèce de chimère pop qu'il est devenu, euh, finalement, oblitère, enfin voilà, étouffe le Bill Murray précédent, qui était un type avec, avec une forme de violence qu'on a un peu oublié. C'est un type assez bagarreur, Bill Murray. Voilà, il cherche des Chevy Chase s'en noises. souvient. Exactement, il n'a pas de filtre. C'est un homme sans filtre, toujours en conflit avec, avec l'existence, et donc avec les autres. Comme lui ne se sent pas exister, on sent qu'il a besoin constamment d'affirmer son existence en refusant le manège social, les règles, justement, tout ce qu'il ne faut pas faire dans les coulisses de Hollywood, lui le fait. Comme John Belushi par ailleurs, mais John Belushi c'était aussi quelqu'un de très différent, enfin je pense d'authentiquement fou, en plus avec un rapport assez boulimique à tout, les drogues, voilà. Bill Murray pas du tout, c'est pas quelqu'un, bon on lui connaît un penchant pour l'alcool, mais enfin je veux dire c'est pas non plus, il n'est pas connu comme un psychotique, mais moi je le vois plus comme un espèce de grand névrosé qui a cette propension à se saborder, et ce qui explique
paradoxalement, le fait qu'il ait une carrière qui ne soit pas parfaite, avec des films qui sont parfois de qualité discutable, et en même temps, cette espèce de côté... je le compare à Bartleby, qui dit le fameux personnage de Melville qui dit toujours « je ne préférerais pas, je préférerais ne pas Oui. ». C'est très peu pour lui. Ce côté « non merci » constamment, « commencer sans moi », voilà, ça fait que ça fascine en fait finalement aussi les producteurs, le public, et que quand il apparaît, c'est comme une apparition divine. Puisqu'il est tellement rare, tellement peu enclin à se donner. Et donc voilà, donc je trouve qu'on a un peu oublié d'où vient cette fascination. On le réduit un peu à cette espèce de mascotte, voilà, dans des films de Noël, dans des mèmes internet, etc. Et on oublie ce qui a à la racine. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu un peu raconter l'histoire, je crois. D'accord. C'est une réussite, à mon sens. Merci. Donc, Bill Murray, une légende vivante qui cherche à ne pas se faire enfermer, mais qu'on aimerait connaître un peu plus ses origines. Je voudrais conclure cette petite chronique par une phrase bonus que j'emprunte à d'illustres prédécesseurs, et en particulier à Proust. Voudrais te poser une question un peu fabriquée par le fameux questionnaire de Proust. Wow. Si tu devais vivre dans un film, lequel ce serait ? Alors, j'ai le droit de répondre, c'est une réponse hors Bill Murray, c'est possible ? Comme tu veux. Si je devais vivre dans un film, oh là là, donc t'es dur. C'est dur quand on aime beaucoup les films avec beaucoup de violence. Non, mais je crois, je vais fouiller dans mes souvenirs récents. J'ai découvert, en travaillant sur un autre acteur, un film que je n'avais jamais vu. Je connaissais le cinéaste, mais pas ce film-là. C'est Pour le pire et pour le meilleur, de James L. Brooks. D'accord. Et en fait, il y a quelque chose de très dur dans le film, et en même temps de très doux, parce que c'est justement ça. Enfin, c'est une espèce j'en parle là, tu me prends un peu au dépourvu, il faudrait un peu creuser. Mais en fait, le voisinage, parce que c'est souvent ça les films de James L. Brooks, c'est la question du voisinage. Je me dis, j'aimerais bien en fait cette espèce d'esprit de voisinage là. D'accord. Voilà. Surtout en ce moment parce que ça se passe à New York et que on peut pas tellement voyager. Non. Et j'aime beaucoup New York, entre autres. Mais voilà, je répondrai ça. D'accord. Eh bien, merci Yal pour ta venue, ce fut un plaisir. Mais merci à toi, merci à vous. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour la prochaine chronique de MJC Tati News spécial cinéma.